Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde sur l'intelligence artificielle en Europe. Merci à Béatrice Kosowski, présidente d'IBM France. Merci à Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction générale du Trésor. Merci à Alexandra Wisniewski, directrice générale adjointe du réseau Canopé, de participer à cette table ronde sur le thème de l'IA en Europe, qui est un sujet crucial, comme l'ont annoncé messieurs de Chalandard et Lavial. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est considérée comme une technologie à usage général par l'OCDE, c'est-à-dire une technologie dont l'impact sera très important sur non seulement tous les secteurs de l'économie, sur les professions, mais aussi sur la société en général, comme l'ont été auparavant la machine à vapeur, l'électricité et plus récemment les technologies de l'information et de la communication. Or, à ce jour, les acteurs majeurs de l'intelligence artificielle ne sont pas européens au niveau mondial. Les acteurs majeurs de la chaîne de valeur de l'IA sont par exemple NVIDIA, qui est le principal acteur pour la production des processeurs graphiques, comme vous le savez, les GPU. Les principaux acteurs du cloud sont Amazon, Alphabet, Microsoft. Les principaux modèles de fondation sont américains, OpenAI notamment. Et donc, dans ce contexte marqué par une domination par les grands acteurs américains, quelle place pour l'Europe dans le développement de l'intelligence artificielle? Alors tout d'abord, Béatrice Kosowski, quel est le point de vue d'IBM sur la place de l'Europe dans le développement de l'IA? Bonjour à toutes et à tous. Et merci de cette opportunité. Je pense que ces échanges sont absolument essentiels. Donc j'en suis ravie. Moi, très honnêtement, je voudrais partager avec vous une vision positive. J'ai beaucoup entendu le mot confiance dans vos propos ce matin et je voudrais vraiment rebondir dessus parce que je pense qu'il faut qu'on utilise la confiance et qu'on bâtisse la confiance pour avancer. Je vais commencer par quelques exemples de modèles de coopération. Je crois beaucoup dans la coopération parce que clairement, l'Europe ne va pas rattraper son retard en misant uniquement sur ses forces intrinsèques et la coopération va être un levier d'ouverture et de développement du succès très important. Il faut des modèles de coopération qui soient des modèles de confiance. Et les modèles que je vais partager avec vous sont des exemples très concrets où la propriété intellectuelle reste avec le client. Donc ça, c'est un atout très important. Les données appartiennent à ceux qui les produisent et ne sont pas détournées. Et troisièmement, la logique d'architecture permet la réversibilité, ce qui est un aspect très important parce qu'on a le choix de poursuivre ou pas sur telle ou telle technologie. Donc ça me paraît des critères importants. Le premier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est le projet TerraMind avec l'Agence spatiale européenne. C'est aujourd'hui le meilleur dispositif que nous avons pour observer la Terre. Par exemple, prévenir des pénuries d'eau. On arrive à faire ça ensemble avec un coût qui est 10 fois supérieur et un acteur européen en coopération avec nous, acteur américain, mais quand même en France depuis 111 ans, je tiens à le dire. Donc on est quand même très français. Mais typiquement un acteur par exemple. Un autre exemple de coopération très vertueuse, L'Oréal. On a signé un partenariat pluriannuel dans le domaine de la recherche. Donc, si on est capable de trouver un modèle de confiance dans le domaine de la recherche, c'est bien qu'en essayant de travailler sur des caractéristiques qui forcent la confiance, on arrive à faire de très belles choses. Pour L'Oréal, c'est le cœur du réacteur parce qu'ils doivent reconstruire toutes les formulations de tous leurs produits pour avoir au moins 95% d'ingrédients bio ou d'économies issues d'économies circulaires. Donc vous imaginez le travail gigantesque pour une entreprise qui a des dizaines et des dizaines d'années d'existence et de travail de ces 4000 chercheurs. Eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que pour arriver à faire ça en 3 ans,
il faut avoir une coopération vertueuse, tout en protégeant, vous l'imaginez, leur propriété intellectuelle, parce que ce sont vraiment leurs bijoux. Et donc, on arrive à faire ça, on développe ensemble un foundation model de reformulation, on va accélérer ce travail, et à l'arrivée, ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Là, je vous donne des exemples de grands acteurs, mais ça peut s'appliquer à tout le monde, à des PME. Je voudrais vous donner un exemple d'une start-up française magnifique qui s'appelle Ives, qui a une idée brillantissime de développer un chatbot pour les personnes qui sont malentendantes, basé sur le langage des signes. Ça n'existe pas. Donc c'est une innovation incroyable. Eh bien, on a une coopération qui fait que cette innovation absolument magnifique, elle reste entre leurs mains, bien évidemment, leur propriété, leur avantage concurrentiel, mais on les aide à déployer à travers le monde avec notre force de frappe. Donc, vraiment, moi, je crois beaucoup dans ces coopérations. Alors, si on regarde, honnêtement, le diagnostic aujourd'hui, tout le monde investit, toutes les entreprises investissent ou vont investir dans l'IA générative. Personne ne pourrait dire le contraire, bien évidemment. Mais force est de constater que l'Europe a à peu près, il y a 1000 chiffres qui circulent, mais à peu près 10 points de retard par rapport au reste du monde. Et donc, la question, c'est comment on peut rattraper ce retard, parce qu'on peut se battre sur le sujet des infrastructures, de la chaîne de valeur de l'IA, mais le front pour se battre vraiment, c'est que les entreprises s'y mettent vraiment. Et là, les usages feront que ça deviendra, je dirais, naturel à partir du moment où on le gouverne bien. Donc, quand on regarde les freins, et c'est vraiment intéressant parce que le MIT, je vous encourage vraiment à lire ce rapport qui est sorti fin août, explique très bien pourquoi aujourd'hui les entreprises qui sont allées vers l'IA, en fait, sont assez déçues de la création de valeur, qu'on peut aussi appeler ROI, mais moi je préfère création de valeur, et que 5% seulement d'entre elles considèrent qu'elles ont vraiment trouvé la valeur. Donc le premier frein à l'adoption aujourd'hui, c'est un problème de confiance dans le ROI. Le deuxième gros frein, c'est un problème de confiance dans la qualité des données que l'on a, l'accès aux données. Elles sont un peu éparpillées dans les entreprises, elles sont en silo. Et on est inquiet aussi de l'aspect sécurité autour des données. Il y a un gros sujet de méfiance par rapport à l'usage des données. Et le troisième sujet, qui est un gros frein à l'adoption, c'est la crainte de ne pas pouvoir canaliser tous les risques qu'il y a. Alors, les risques autour des modèles, autour de l'usage des données, et puis des risques de non-conformité, notamment par rapport à l'acte européen, mais aussi de non-conformité par rapport à une réglementation sectorielle, dans le secteur bancaire, dans le secteur médical, etc., qui est évidemment extrêmement sensible. Donc c'est bien sur ces trois fronts-là qu'il faut agir, et se rajoute à ça, effectivement, le sujet des talents, puisque, en gros, la moitié des entreprises disent qu'elles n'ont pas aujourd'hui les talents dont elles ont besoin pour utiliser vraiment à l'échelle l'intelligence artificielle. Alors, moi, je voudrais juste terminer sur les atouts que l'on a en Europe et quelques pistes, en tout cas celles que nous activons au quotidien. Beaucoup d'atouts en Europe, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur le terreau de talents bien connu, sur le plan scientifique, des chercheurs d'IA, où on a quand même une position très forte. Vraiment, la mine d'or, ce sont aussi les données des entreprises européennes. Parce que qu'est-ce qui va créer la valeur dans l'utilisation de l'IA? Ce sont les données. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans les modèles de fondation, on trouve 100% des données externes. D'ailleurs, tout le monde a les mêmes. Où est la différenciation entre nous? Et moins de 1% d'utilisation des données internes de l'entreprise, qui sont en fait leur or. Donc, tout le sujet, c'est d'aider les entreprises à mettre beaucoup plus d'utilisation de leurs propres données dans leur modèle pour pouvoir créer de la valeur. Il y a deux axes qui sont absolument fondamentaux pour s'en sortir par rapport à l'IA, et je pense que l'Europe peut vraiment être le fleuron de ça. La première chose, c'est de se battre pour utiliser des petits modèles spécialisés et non pas des grands modèles avec une course à la dizaine de milliards de paramètres. En fait, on sait les faire, on les a. Mais on est capable de démontrer, on a publié scientifiquement 1000 fois, qu'avec des modèles qui sont 5 fois plus petits, donc moins chers bien évidemment en consommation de GPU, et en termes d'impact environnemental, évidemment, ça change tout, d'avoir les mêmes performances. Et puis, on peut aussi se poser la question vraiment de la frugalité intelligente.
On vient, nous, de démontrer, et on a mis nos modèles en open source, c'est-à-dire en logiciel libre, accessible à tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre nos modèles. Mais pour vous dire, on les appelle même plus des petits, on les appelle des minuscules, des tiny modèles, qui tournent sur un ordinateur portable. Et vous avez tout un nombre de cas d'usage où, en fait, vous allez avoir 120 fois moins de coûts et de problèmes sur le plan énergétique pour une performance qui va se dégrader seulement jusqu'à maximum 10%. Et je trouve que c'est vraiment une bonne question à se poser, suivant les cas d'usage, le degré de précision que l'on cherche à avoir et de bien équilibrer ça par rapport à la taille du modèle. Voilà, je termine sur l'open source. Cet aspect d'open source est absolument fondamental pour démocratiser l'IA, pour baisser le coût, pour être frugal, parce que si on utilise et qu'on met beaucoup de choses en open source, ça veut dire que tout le monde y a accès, et donc on n'a pas besoin de redévelopper à chaque fois chacun dans son coin. C'est beaucoup plus sécurisé. Donc, je vais vous dire très franchement, nous mettons tous nos modèles de fondation en open source, et on a établi une alliance mondiale. Il y a quand même l'Institut Polytechnique, CNRS, etc., qui nous ont rejoints pour militer pour cette approche absolument open source, qui permet aussi d'avoir la réversibilité. Donc, quand on parle de souveraineté, la liberté de choix d'action et de réversibilité, c'est pour moi, ce sont les fondations de la souveraineté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Dorothée, nous avons compris que les enjeux étaient très importants du point de vue de la croissance avec l'adoption de l'IA. Comment la France et l'Europe peuvent-elles au mieux tirer bénéfice de l'intelligence artificielle pour relancer la croissance? Et quel rôle pour les politiques publiques? Merci et bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer, enfin, quels sont les enjeux justement pour la croissance, pour la transformation de l'économie? Vous l'avez dit, on parle d'une technologie de rupture à usage général, ça veut dire qui pourrait entraîner des gains de productivité très importants dans l'ensemble des secteurs de l'économie, bouleverser la manière dont on produit, dont on consomme. Aujourd'hui, cela dit, dans les travaux existants, il y a beaucoup d'incertitudes sur à la fois l'ampleur et la temporalité de ces gains. On a des études sur les effets de l'IA sur la productivité qui vont en gros de 0,1 à 1,5 points de croissance par an sur 10 ans. Donc la fourchette est évidemment très très large. La commission sur l'IA, donc le groupe d'experts coprésidé par Philippe Aghion, qui a remis un rapport au président de la République l'année dernière, qui tablait sur un impact sur le PIB qui allait de 9 à 16% à horizon 2034, donc c'est considérable. Mais aujourd'hui, les effets sont encore assez diffus et difficiles à percevoir au niveau macroéconomique. Alors, au niveau micro, dans certaines professions spécifiques, on a des études qui montrent des gains très importants sur certaines applications. Par exemple, pour la rédaction de code informatique, on aurait déjà plus de 50% de gains de productivité selon certaines études. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est pas répartis uniformément selon tous les travailleurs d'une profession, mais plutôt ceux qui gagnent le plus en productivité, ce sont ceux qui sont au départ les moins productifs, potentiellement les moins expérimentés. Donc c'est eux qui, en un sens, réduisent l'écart le plus en utilisant l'IA. Ceci étant, au niveau macro, au niveau de l'ensemble de l'économie, aujourd'hui, il est encore un peu trop tôt en fait pour voir un effet, que ce soit sur la productivité, sur la croissance ou vraiment sur l'emploi. Et une raison pour ça, c'est que l'adoption de l'IA par les entreprises reste encore très, très limitée. Selon les chiffres de la Commission européenne, c'est environ une entreprise sur 10 en France. Donc, pour voir ces gains, ça va dépendre beaucoup, à la fois évidemment de la vitesse d'amélioration des performances des modèles et de développement de cas d'usage concrets, mais aussi de la vitesse d'adoption et de déploiement par les entreprises. Et sur le marché du travail de même, aujourd'hui, on voit peu d'impact, on en parle beaucoup, mais ça va beaucoup dépendre de, je dirais, non seulement les métiers ou les emplois qui peuvent être potentiellement remplacés. Et il y a des chiffres qui disent que, par exemple, dans une étude récente, environ un emploi sur 5 aurait plus de 50% de ses tâches qui sont remplaçables par l'IA. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont complémentaires de l'IA, pour lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle ne va pas remplacer votre métier, va faire en sorte plutôt remplacer les tâches un peu rébarbatives, elle va vous rendre plus productif et donc va renforcer la valeur de ces métiers. Donc là aussi, en fait, ça va beaucoup dépendre de l'adoption, de l'adaptation aussi du système de formation, on en parlera, des compétences nécessaires.
pour voir les impacts sur le marché du travail. Alors, ceci étant, comment se positionne et comment bien se positionner en France et en Europe? Béatrice a déjà un peu mentionné la chaîne de valeur de l'IA, qui est évidemment aujourd'hui dominée par les géants américains, qui sont, ne serait-ce que parce qu'ils sont présents à chaque maillon de la chaîne. On pense beaucoup aux grands modèles de fondation, mais il y a toute une chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut se poser la question de où sommes-nous bien positionnés en France et en Europe et sur quels atouts on peut capitaliser. Pour le dire simplement, la chaîne de valeur de l'IA, c'est 3 grands blocs. Il y a les intrants, donc ce qui est nécessaire au développement de systèmes et de modèles. Donc, il y a les données, évidemment, la capacité de calcul, la main-d'œuvre aussi. Il y a la modélisation, donc là c'est le développement des grands modèles généralistes, donc des modèles de fondation et des modèles plus spécialisés. Et puis ensuite la partie déploiement, donc, il disait, chez les utilisateurs finaux, qui est finalement le principal gisement de gain de productivité. Sur les intrants, il y a la partie calcul et les données où là les géants américains sont largement dominants. Sur la partie calcul, il y a évidemment Nvidia sur la conception des processeurs graphiques et donc de composants essentiels à la puissance de calcul. Sur le cloud, donc la location de la puissance de calcul, on a Amazon, Microsoft et Google qui sont dominants. Et puis les GAFAM ont aussi, de par leurs activités préexistantes, en fait, un accès privilégié à des larges volumes de données qui sont un intrant important évidemment de l'entraînement et de la performance des modèles. Sur les puces, sur les capacités de calcul, côté français et européen, on n'a pas d'acteurs d'envergure comparable. En revanche, sur les intrants, il y a un aspect sur lequel on est quand même bien positionné, qui est la main-d'œuvre qualifiée. La France est le 4e pays qui forme des chercheurs de pointe en IA. C'est aussi le 5e pays où ils travaillent. Donc on ne fait pas que les former pour qu'ils aillent travailler ailleurs. Et puis un écosystème d'innovation assez dynamique. Sur le développement et le déploiement des modèles eux-mêmes, donc évidemment, le paysage est un peu marqué par le développement des startups, des modèles de fondation très performants, qui sont très gourmands en GPU, en données, donc avec notamment OpenAI évidemment. On a quand même en France une startup Mistral qui a développé un des modèles parmi les plus performants au monde. Mais bon, ces modèles sont évidemment développés par les grandes entreprises, par de nouveau les grands acteurs et pour les nouveaux entre guillemets comme OpenAI, qui le partenariat avec Microsoft fait que ça se raccroche aussi quelque part aux grands acteurs préexistants. Et ils ont là-dessus un avantage qui est clair, qui est l'intégration verticale. L'intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils ont un accès privilégié aux intrants, donc aux données, aux calculs, à la main-d'œuvre, parce qu'ils étaient déjà dominants dans le secteur du numérique, même avant le développement de l'IA. Donc ça peut être une barrière à l'entrée pour les plus petits acteurs. Et puis en aval, ils ont aussi des canaux préférentiels pour déployer leurs solutions d'IA, que ce soit par les suites bureautiques ou par les réseaux sociaux. Ceci étant, ça a déjà été mentionné, hein, il y a les gros modèles de fondation, il y a aussi un gisement important de valeur ajoutée, peut-être même encore plus important en termes d'application pratique et commerciale, qui est sur les modèles spécialisés, potentiellement moins coûteux à la fois à entraîner, à développer, moins coûteux en données, mais qui s'appuient sur des cas d'usage plus spécialisés et sur des données plus spécialisées. Et donc ça donne une possibilité en fait d'entrer dans cette dynamique concurrentielle en s'appuyant sur des avantages qui existent aussi en France et en Europe, en développant des modèles plus spécialisés, plus frugaux, qui peuvent avoir des applications pratiques, notamment avec des données industrielles qui s'appuient aussi sur le tissu industriel et les atouts industriels existants. C'est beaucoup de données alors qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas encore exploitées à leur plein potentiel, mais qui pourraient l'être. Alors peut-être pour terminer, donc dans ce cadre, quel est le rôle pour les politiques publiques? Que peut-on faire pour contribuer au développement de l'IA en France, en Europe, et pour s'assurer d'en tirer le meilleur parti en termes d'atouts économiques? Je dirais il y a 3 points. D'abord, peut-être commencer par miser sur nos atouts, donc dans le soutien public, privilégier un soutien qui mise sur nos atouts. Ça passe par améliorer la formation à tous les niveaux, hein, du niveau des compétences du numérique de base pour ceux qui vont utiliser, et ensuite dans des secteurs qui ne sont pas la tech, pouvoir tirer le meilleur parti de l'IA,
à la formation des chercheurs spécialisés, renforcer aussi l'attractivité de la recherche. C'est à la fois au niveau français un des objectifs de la stratégie nationale pour l'IA et au niveau européen un des principaux objectifs du programme Horizon Europe qui a vocation à être amplifié. Soutenir le développement de modèles, mais à la fois, encore une fois, les modèles de fondation, mais aussi les modèles spécialisés où il peut y avoir davantage de dynamique concurrentielle et voilà, de développement de nouvelles startups, notamment en facilitant l'accès aux données. C'est un objectif, par exemple, de l'initiative Villers-Cotterêts qui a été lancée en 2023 pour réunir une grande quantité de textes en français exploitables par les modèles d'IA. Au niveau européen aussi, il y a des initiatives pour accroître la disponibilité de données dans diverses langues européennes pour, là aussi, faciliter l'accès aux données de startups qui se développeraient. Ensuite, un deuxième point, c'est compléter les synergies entre financement public et privé. Forcément, les financements publics sont finis, ne sont pas illimités. Donc, il faut d'abord peut-être sur le soutien public au niveau européen traiter les questions de souveraineté, notamment les capacités souveraines en calcul et la gouvernance de l'IA. Donc la France et l'Europe, par exemple, investissent dans le développement d'infrastructures de calcul public. Là aussi, pour être à disposition de startups notamment, c'est le supercalculateur Jean-Zay en France et EuroHPC en Union européenne. Donc voilà, fournir un soutien et notamment un accès à des ressources de calcul de haute performance qui peuvent être une barrière à l'entrée importante. Et puis en même temps, évidemment, encourager le développement du financement privé avec un soutien aux initiatives de développement de capital risque qui sont là aussi une source d'écart entre la France, entre l'Europe et les États-Unis assez importante. Donc on y a tous les chantiers de développement des marchés de capitaux européens et notamment vers le financement du risque qui ne se limitent pas à l'IA, mais qui ont évidemment une incidence pour l'IA. Et peut-être dernier point, pour une question de développer les cas d'usage, les marchés pour les entreprises européennes qui se développeraient, et en même temps, je dirais, mené par l'exemple en termes d'adoption, il y a aussi du travail à faire pour favoriser l'adoption de l'IA dans le secteur public comme dans le secteur privé. C'est un gisement de croissance qui est, encore une fois, qui est important. Je pense qu'il y a la croissance qui est liée à la tech et au développement des modèles, mais il y a le gain de productivité et de croissance potentielle sont les plus importants dans en fait, tout le reste de l'économie qui n'est pas la tech, mais qui peut gagner en productivité. Donc il y a là aussi un potentiel à la fois de développer davantage les marchés publics de l'IA et l'usage dans les organisations publiques, et puis des initiatives d'accompagnement, notamment des PME, pour les aider à là aussi trouver les cas, l'intérêt, je dirais, de l'usage de l'IA et surtout de formation et d'accompagnement pour l'adoption de l'IA. Merci. Merci beaucoup Dorothée. Nous avons compris par les propos, donc tout d'abord de Béatrice puis ceux de Dorothée, que la question des compétences était fondamentale pour le développement de l'IA. Et donc Alexandra, comment développer les compétences nécessaires au développement de l'IA et de ses usages, puisqu'il y a deux aspects. Non, je crois qu'il faut réappuyer sur le... Merci. Voilà. Merci beaucoup, chère Béatrice. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir engager ce dialogue enseignant-entreprise. Effectivement, Réseau Canopé, on est opérateur de formation du ministère de l'Éducation nationale. Je le reprécise parce qu'il y a quelques années seulement, on était encore un éditeur de ressources pédagogiques, ce qui n'est plus le cas. Et particulièrement positionné sur les transitions, notamment transition écologique, transition numérique et bien évidemment ce sujet de l'intelligence artificielle. On est positionné en tant que formateur auprès des académies notamment, mais on travaille aussi avec l'ensemble de notre écosystème sur le continuum pédagogique. On est amené à former aussi des éducateurs et puis on est praticien puisqu'on développe des outils comme un chatbot pour la INSPE, qui est une plateforme de formation des enseignants, des néo-enseignants.
Je vous repose ce décor parce que ça me paraît important sur ce comment développer les compétences, de revenir quand même sur ces 3 années très effervescentes, très intensives et de l'entrée de l'IA dans l'école. Comme vous l'avez compris, Réseau Canopé est un établissement qui attire plutôt les enseignants technophiles. Et de fait, on s'est mobilisé très très rapidement en 2023 sur toute une série de formation, et notamment la première, c'était les conditions éthiques pour faire de l'IA un assistant pédagogique. Et donc il y avait cette dimension éthique, et puis il y avait cette curiosité effectivement de l'apport de l'IA dans la pratique professionnelle des enseignants. Rapidement, on s'est confronté à autre chose, à la question de l'évaluation, parce qu'il y a eu ce décalage entre l'appropriation par les élèves, les pratiques des élèves de l'IA, avec plus de 80%. Alors, il y a différents chiffres, mais on arrive à celui de autour de 80% des élèves qui ont une pratique bien avancée de l'IA pour les niveaux collège et lycée. Alors que l'enquête Thalys sur les pays de l'OCDE parue début octobre nous dit que 14% des enseignants seulement ont une pratique de l'IA. Donc sur la question de l'appropriation, et 9% se déclarent formés. Donc ça pose le sujet de ces enjeux. Comment on a avancé depuis 2023 ? On a formé plus de 30 000 enseignants avec des conventions qui sont montées en puissance. Je pense notamment à celle que l'on a signée avec l'Académie de Toulouse, recteur Fora. Et puis, on est à ce moment où on est sollicité par les chefs d'établissement parce qu'il y a un phénomène que les collègues ici présents auront peut-être aussi vécu, qui est le fait de comment concilier dans les équipes pédagogiques des enseignants qui, sur ces 3 années, ont eu une pratique, sont capables d'utiliser l'IA avec leurs élèves, et les enseignants qui sont encore sur cette question de confiance, qui ont moins eu d'usage, et donc ça crée de véritables distorsions. Donc on est amené à intervenir de cette façon avec des dispositifs tels que les fils auprès des collectifs des équipes éducatives. Et c'est peut-être là où je voulais en revenir sur le comment, les besoins, avant d'aller complètement sur les compétences, mais sur le comment. Parce qu'on est effectivement dans cette effervescence et les choses vont très vite et il y a un risque de décalage qui se produit. Et donc, on voit bien que sur le comment, on est au moment où l'approche collective sur la formation, elle est nécessaire. La formation, effectivement, tout au long de la vie, on le voit bien qu'il y a des enjeux très forts et vous l'avez redit, mesdames, autour de la formation. Mais sur ce comment de la formation, comment être à ce rendez-vous de ce besoin croissant et effervescent. Et donc, c'est l'enjeu des approches collectives, on l'a dit, par la formation de collectifs en établissement, pour recréer de la confiance même au sein de ce collectif et s'approprier les usages. C'est aussi des dispositifs qui peuvent être mis comme e-twinning au service, puisqu'ils font se rencontrer des enseignants d'Europe sur ces sujets d'intelligence artificielle. Et sur le comment de la formation, on est aujourd'hui en France dans de cette adoption du cadre d'usage qui a été produit par notre ministère, par la direction du numérique éducatif. Et donc, dans cette question du cadre qui repose tous les sujets éthiques, évidemment, qui s'appuie sur les recommandations de l'UNESCO, qui invite à la frugalité, mais qui ce cadre d'usage ne limite pas et invite à la pratique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau peut-être dans notre modèle, dans notre façon de penser sur le numérique éducatif. On ne bloque pas la pratique. Le cadre d'usage donne un certain nombre de repères, évidemment des repères sur la RGPD, sur la question des données, sur des questions éthiques, mais ne bloque pas
l'usage des enseignants et invite à une pratique réflexive. C'est un débat qui est en cours au sein de l'Union européenne, hein, puisque vous savez que le Conseil de l'Europe espère l'adoption d'un cadre européen pour les technologies qui seraient susceptibles de rentrer en classe en 2026. Et ils vont devoir composer avec des pays comme la France, le Luxembourg, qui vont se doter de ce cadre d'usage, et des pays comme l'Estonie, où ils ont signé très récemment un accord avec OpenAI pour faire rentrer ChatGPT dans toutes les écoles. Donc on est sur des approches vraiment très différentes. Et puis enfin, sur le comment, je voudrais revenir sur la nécessité et creuser un peu cette approche de la pratique réflexive et la nécessité de la pratique, que ce soit pour nos enseignants et nos élèves, pour pouvoir se familiariser avec les outils d'intelligence artificielle. Et ça passe par des rendez-vous tels que le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique éducatif les ont déployés avec les cafés IA de Jean Catton, du CNUM, ex-CNUM, CIANUM, qui sont des espaces de rencontres qui sont dans tous les territoires. Réseau Canopé est implanté dans tous les territoires où on peut échanger sur les pratiques entre communautés éducatives, entreprises, et être dans ces actions aussi de formation de pair à pair en direct et sur une réflexion. Et puis, on est finalement sur un accompagnement des élèves qui les amène à prendre à la fois conscience des risques et aussi à développer leurs usages variés, la remédiation, la créativité via les intelligences artificielles. Sur la question des compétences, moi j'aurais envie de rebondir sur un chiffre du rapport Draghi, et vous en avez parlé, madame, c'est le fait que 42% des Européens ne possèdent pas les compétences de base du numérique. Et si on veut aller vers ces usages et vers la pratique, il y a un enjeu de développement de l'autonomie, que ce soit de nos élèves, de nos enseignants, mais de l'ensemble des Européens en situation de la population, d'activité, d'être actifs, d'avoir ces compétences numériques de base pour acquérir cette autonomie vis-à-vis des IA. Je crois qu'on a vraiment un enjeu ici parce que sur les compétences techniques et mathématiques, alors il y a l'enjeu des filles et des femmes et des nouvelles technologies, mais la composition de la table ronde aujourd'hui le contredit, mais ça reste quand même un sujet. Mais vous l'avez dit, madame, effectivement, sur ces approches de lien avec de la recherche, sur les compétences techniques très pointues, on est au rendez-vous. En revanche, il y a cet enjeu très très important sur les compétences numériques de base, sur la citoyenneté numérique et sur la capacité pour nos élèves, pour nos enseignants et je dirais pour chaque agent dans une entreprise où qu'il soit, à pouvoir se sentir dépasser cette question de la confiance et pouvoir se sentir à l'aise dans les usages de l'IA. Et là, je pense qu'on est vraiment au cœur du rôle de l'école. Donc ça, c'est ces compétences numériques de base, elles sont définies par l'Union européenne, elles ne vous surprendront pas. C'est l'éducation à l'information et numérique, les communications, la collaboration, l'éducation média, la création de contenu, la résolution de problèmes, l'esprit critique, la propriété intellectuelle, la sobriété écologique, et il y a énormément d'outils qui permettent de travailler ça avec les élèves. Je pense par exemple à VitaScience qui permet avec génération image ou génération texte de découvrir un peu la boîte noire de l'IA, c'est-à-dire comment un LLM apprend par comparaison. Donc ça, c'est des outils très, très utiles. On a avec
PIX, PIX plus Edu, développé un certain nombre de capsules qui permettent aussi de comprendre très simplement toutes ces bases de la culture numérique appliquées à l'IA et qui redécortiquent et qui nous permettent de sortir, qui décortiquent la chaîne de valeur de l'IA et qui permettent d'avancer et de sortir de ce sentiment un peu de grand flou quand on est un peu plus éloigné. Et puis, on est effectivement toujours à ce rendez-vous, puisque là, on ouvre avec Réseau Canopé, et vous le retrouverez très, très facilement pour les enseignants qui sont présents sur Canotech, un temps fort sur citoyenneté numérique, où on revient sur des sujets comme agir dans un monde de données, notamment, et c'est une séquence qui va être très, très intense, là, sur le mois de novembre. Merci beaucoup, Alexandra. Béatrice, quelles sont les actions d'IBM et quelle vision d'IBM sur cet enjeu des compétences, puisque... Oui, qui est un très très bon sujet. En fait, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est que dans le secteur du numérique, effectivement, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus. Et 85 000 en France, en gros. Et la modélisation à 2030, c'est 130 000. Donc déjà, il faut attirer des talents vers le numérique. La deuxième chose, c'est que les compétences elles-mêmes bougent à une vitesse extrême, j'allais dire, puisque moi, je le vois au niveau de mes collaborateurs, plus de la moitié de leurs compétences sont obsolètes au bout de 2 ans, 3 ans. Donc il y a bien cette logique de rester très agile et très vif en fait sur l'adaptation des compétences. La troisième dimension, c'est que nous avons besoin d'avoir une diversité de profils absolue. Nous, en tant qu'entreprise au pluriel, nous, en tant que société avec un grand S, c'est absolument fondamental. Et la quatrième dimension, c'est que cette fameuse IA est aussi une partie de la solution, parce qu'on peut amplifier notre capacité à former et adapter les compétences en utilisant l'IA. Je vous donne 2 exemples que nous utilisons concrètement, nous, auprès de nos équipes. Bon, imaginez, on opère dans 170 pays, 370 000 collaborateurs. Donc, vous voyez un peu l'ampleur du sujet d'être toujours très agile, je dirais, sur l'adaptation des compétences. D'abord, on a une aide pour les managers et les collaborateurs par rapport au parcours qu'ils ont déjà eu, les aspirations qu'ils ont par rapport à des parcours de carrière possibles, des propositions de formation qui les aideraient à être très pertinents dans leur parcours. Pour un manager qui a 10, 15, voire dans certains cas presque 20 personnes à manager, franchement, c'est une aide qui est très utile. On a aussi des coachs pour, par exemple, des commerciaux, pour préparer des soutenances, pour préparer des rendez-vous compliqués sur des grands projets avec des clients. On se rend compte que d'avoir un coach à base d'IA qui les aide à répéter et à apprendre est un complément. Je rebondis sur ce qu'a dit Dorothée tout à l'heure qui était essentiel. C'est que la vision effrayante de l'IA, c'est que ça va automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Mais souvent, on oublie de dire que c'est une aide extraordinaire pour augmenter le chercheur, augmenter le commercial ou la commerciale, etc. Et donc, on se rend compte que les personnes avec ce coach, leurs compagnons, je dirais, d'entraînement, sont plus à l'aise, plus détendus que d'avoir un jury en face d'eux et où il y a une timidité, je dirais, qui, quelque part, peut les empêcher de progresser. Alors, nous, dans ce contexte-là, on s'est engagé à toucher positivement les compétences de 30 millions de personnes à 2030. Et toutes nos initiatives, ça c'est à travers le monde, et nos initiatives s'inscrivent dans cet enjeu qui nous paraît vraiment essentiel. Et je dirais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées, qui considèrent que leur responsabilité, c'est de contribuer à faire bouger les lignes sur la partie compétences. Donc pour nous, la vision, elle est tout au long de la vie. Donc on intervient chez les petits, pour les faire jouer avec les technologies, pour démystifier, s'assurer que les petites filles ont bien compris que c'était tout à fait fait pour elles aussi, que les parents se détendent par rapport à ça, qu'il n'y a pas véritablement de préférence. Il faut être très présent, évidemment, dans les collèges, les lycées et tout le parcours ensuite d'enseignement supérieur. On a développé une plateforme qui, d'ailleurs, a fait l'objet d'un pilote en premier lieu en France. Elle est mondiale et on traduit
énormément de contenu pour que ça soit en français. Cette plateforme, elle est mise à disposition gratuitement, ainsi que l'aide pour l'utiliser, pour les enseignants, pour les étudiants, pour les élèves, pour des jeunes qui sont dans des écoles d'ingénieurs pour spécialiser dans tel ou tel domaine autour de l'IA. C'est extrêmement ouvert en termes de contenu, mais c'est une plateforme d'aide à la formation, à la culturation dans le domaine du numérique et en particulier sur l'IA. Donc, moi, je peux vous dire que je passe beaucoup de temps pour essayer d'encourager positivement les différents établissements français à l'utiliser, parce que ça serait dommage vraiment de s'en priver. Par ailleurs, évidemment, c'est important d'intervenir pour les stages en troisième, en seconde. On a notre initiative PITEC autour des lycées professionnels, parce que c'est très important aussi de les attirer vers le numérique, parce qu'il y a des promesses d'emploi quand même très positives. Et puis, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder deux choses. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises ? Donc là, nous, notre conviction, c'est qu'il faut donner envie, il faut enthousiasmer, il faut démystifier, et il faut surtout attirer tout le monde vers l'utilisation de l'IA, en particulier celles et ceux qui en sont le plus loin, pour qu'il n'y ait personne sur le côté de la route. Donc nous, la façon dont on le fait, c'est qu'on organise un hackathon géant. Cet été, il y a eu 176 000 personnes pendant 10 jours à travers le monde. On leur dit, vous formez des équipes de 10 personnes comme vous voulez, avec qui vous voulez. Vous prenez un sujet qui aujourd'hui est un gros irritant dans votre job ou un rêve de quelque chose que vous aimeriez avoir, et on va le traiter avec la technologie. Et on les fait travailler, réfléchir ensemble. Donc imaginez une personne qui est juriste, qui ne baigne pas dans l'IA toute la journée, en fait, ça lui ouvre les yeux sur comment l'IA peut l'aider dans son métier au quotidien, etc. On a eu 15 555 projets soumis. Et à l'arrivée, il y a un entonnoir. Je suis ravie parce que mon équipe, moi j'ai formé une petite équipe aussi en France, on est arrivé 2e du concours mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrivée, il y a 12 projets qui sont mis en production vraiment pour l'ensemble du monde. Mais du coup, tout le monde a participé et a eu l'occasion d'être, je dirais, mis en situation d'utiliser l'IA pour aider leur job. Donc ça, je pense que c'est très positif. Après, le sujet de la reconversion est vraiment intéressant parce qu'on a une opportunité fabuleuse de donner envie et donner des perspectives d'emploi intéressants et épanouissants à des gens qui se sont ou perdus en route ou qui ont vraiment envie de changer. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Nous, en particulier, on a monté des académies avec les présidents et présidentes de régions en France qui nous ont suivis, France Travail, où en fait, on prend un sujet dont on est sûr qu'à l'arrivée, il est porteur d'emploi. Exemple, IA et cybersécurité. On a 7 académies aujourd'hui, des demandeurs d'emploi qui rentrent dans ces académies. On a des entreprises partenaires. Pendant 18 mois, c'est de l'académique, c'est de l'alternance. Toutes les personnes, ils ont un diplôme. Toutes les personnes trouvent un job. Et si vous regardez des initiatives comme Numérique Emploi, par exemple, le taux de reconversion est extraordinaire, supérieur à 80%. Des gens extrêmement motivés. Et j'ai d'ailleurs fait appel aussi, ça va peut-être vous surprendre, mais aux femmes au foyer qui ont envie de reprendre une activité professionnelle, qui très certainement sont dans le doute. Il y a une avenue ouverte pour elles, pour rejoindre le secteur du numérique, et en particulier l'IA, parce qu'il y a différents types de rôles dans l'IA et il y a de la place pour tout le monde. Donc ce sujet des compétences, effectivement, est fondamental. J'ai eu la chance de présider un groupe de travail au sein de l'Institut de l'entreprise sur la formation tout au long de la vie. Et on est arrivé à quelques recommandations. La première, c'est effectivement de renforcer le lien entre la partie enseignant, école et entreprise. Et il y a une grosse motivation aussi du côté des entreprises pour avoir ces échanges, favoriser la généralisation, par exemple, des bureaux des entreprises dans les lycées. Je pense que c'est vraiment le moment ou jamais où on doit être très resserré pour pouvoir utiliser toutes ces perspectives. L'idée, c'est de regarder tout ce que l'on peut faire pour mieux valoriser les filières techniques qui, en France, sont sous-représentées et sous-valorisées. Bien sûr, d'utiliser l'IA en complément pour accélérer le développement des compétences. Et puis, je dirais, essayer d'avoir une approche de coordination et entre guillemets de guichet unique pour que l'offre et la demande
entre les besoins de formation qui sont criants sous nos yeux au quotidien et le développement des offres de formation, etc., que cette adéquation soit beaucoup plus pertinente et permanente et, je dirais, de façon dynamique. Donc, c'est aussi assouplir toutes les démarches pour pouvoir apporter sur le marché des formations qui répondent aux besoins, qui aussi évoluent vite, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Dorothée, comme vient de l'expliquer Béatrice, il y a des mouvements extrêmement importants à l'intérieur des entreprises. Les entreprises qui ont adopté l'IA sont celles dans lesquelles les rythmes de création et de destruction d'emplois sont les plus importantes. Donc il y a un sujet qui va se poser, c'est peut-on adopter le modèle danois de flexi-sécurité qui serait, semble-t-il, le plus adapté à ce genre d'évolution technologique. Oui, je pense que sur le marché du travail, effectivement, comme toutes les révolutions technologiques précédentes, ça fait des mouvements sur le marché du travail à attendre avec des créations dans certains secteurs, certaines entreprises et des destructions ailleurs. Alors l'histoire est plutôt rassurante sur ce plan au sens où je dirais les bouleversements technologiques précédents ont toujours fini par créer plus d'emplois qu'ils n'en détruisaient, mais avec pas mal de mouvements dans le processus. Et ce qu'on voit dans les premières études qui ont regardé ça au niveau des entreprises qui adoptent l'IA, c'est qu'effectivement, dans les entreprises qui ont adopté l'IA, elles ont tendance à augmenter leur emploi au total. Alors, elles détruisent de l'emploi dans certaines fonctions, notamment administratives, mais elles en créent plus ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en adoptant l'IA, elles gagnent en productivité, en compétitivité, elles gagnent en part de marché, et donc elles grandissent. C'est-à-dire, en un sens, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que ceux qui n'adopteront pas l'IA risquent d'être distancés. Ceux qui l'adoptent jusqu'à présent ont plutôt créé de l'emploi qu'ils n'en ont détruit. Alors, qu'est-ce qui peut être différent par rapport aux révolutions technologiques précédentes ? Il y a une question peut-être de vitesse. Au sens où ça va vite. Et il y a aussi une question sur quelle est la population la plus touchée. L'automatisation, la robotisation ont eu tendance à remplacer des cols bleus. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus menacés par l'IA sont plutôt des cols blancs, sont plutôt des gens plus éduqués, plus qualifiés. En un sens, les professions manuelles ne sont pas concernées. Mais c'est aussi ceux qui peuvent être, entre guillemets, augmentés par l'IA et finalement aussi gagner en productivité, et garder leur emploi et qu'ils soient plus intéressants et plus productifs. Donc c'est là aussi, il faut vraiment regarder les opportunités et les risques en même temps et ne pas seulement se focaliser sur le remplacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique ? Je pense que vraiment le premier ordre, ça a été dit abondamment par les deux autres intervenantes, c'est celui des compétences et de comment on adapte en fait notre système de formation initiale et continue. Initiale parce que pour l'éducation nationale, c'est pas la même chose effectivement si vous formez des gens dont les compétences vont être obsolètes tous les 2 ans. Donc ça veut dire aussi que mettre davantage ou encore plus l'accent sur ce qui va être essentiel pour ceux qui travaillent avec l'IA, qui sont l'esprit critique, qui sont des compétences plus soft skills, entre guillemets, de capacité à collaborer, à bien interagir avec l'outil, à avoir de la distance, de l'esprit, et qui, en un sens, indépendamment des savoirs en dur qu'on apporte, vont permettre de travailler, de créer, d'avoir une capacité aussi d'adaptabilité, d'apprendre tout au long de la vie. Et ensuite, autant pour, je dirais, pour la formation publique que pour les entreprises, il y a, je pense que Béatrice l'a très bien dit, un besoin vraiment de repenser la formation continue pour que tout au long de la vie, on puisse se former à de nouveaux métiers, à de nouvelles compétences. Et ceci peut-être de manière, avec des formations assez courtes, assez modulaires, adaptées à son entreprise, ou au contraire, comme c'est pour les demandeurs d'emploi, qui permettent d'aller vers des métiers nouveaux, porteurs, dont on sait, quand on le fait en partenariat avec les entreprises qui sont demandeuses et qui n'arrivent pas à recruter, dont on sait quelque part qu'à la fin, il y aura des emplois. Donc c'est un peu, ça répond, je réponds un peu avec des détours à votre question, mais c'est un peu l'idée quelque part du système de flexi-sécurité. Nous avons déjà un système en un sens d'assurance chômage qui est relativement généreux. Ce sur quoi on est moins bon, c'est sur la partie justement
reformer les gens, leur permettre de rebondir. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus, mais il reste beaucoup encore à faire en termes de résultats. Et je pense notamment en termes de partenariat avec, au niveau local ou au niveau régional, avec les entreprises, avec les branches qui cherchent à recruter pour vraiment adapter les formations pour permettre d'avoir, je dirais, presque des formations sur mesure qui répondent aux besoins. Et il y a aussi le coût quand même pour les entreprises quand elles doivent se séparer d'un collaborateur qui est quand même relativement élevé en France par rapport à celui du Danemark. Alors, qui est élevé, mais qui a été, je dirais, depuis une dizaine d'années quand même, qui a été atténué à la fois en termes, je dirais, de coûts, mais aussi de prévisibilité. Donc, pour les entreprises, ce qui est important, c'est non seulement combien ça va me coûter de me séparer d'un collaborateur, mais aussi, est-ce que c'est prévisible? Est-ce que je risque d'avoir des recours dans les 2 prochaines années, de devoir réintégrer quelqu'un qui est parti depuis 2 ans? Donc, je dirais le fait d'avoir à la fois développer la rupture conventionnelle, ça commence à faire un moment, augmente la prévisibilité, les réformes de 2017 aussi. Donc ça donne une certaine sécurité juridique à l'entreprise tout en permettant, notamment dans le cadre des ruptures conventionnelles, à une entreprise et un employeur de trouver un accord qui, en un sens, convient aux deux quand, je dirais, le poste n'est plus nécessaire ou n'a plus lieu d'être. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a également le besoin d'avoir la phase d'après qui est formation, éventuellement reconversion. Dans le cas des licenciements, enfin des plans sociaux, des licenciements économiques collectifs, il y a de manière automatique, c'est ce qu'on appelle les contrats de sécurisation professionnelle qui sont ouverts, donc qui ouvrent un droit à la formation, à la reconversion. Il faut aussi faire attention à ce que dans le cas je dirais des séparations négociées et consensuelles, il y ait de manière aussi facile en un sens pour la personne la possibilité, si elle est dans un métier plutôt en déclin, de se reconvertir et d'avoir accès à ces formations vers des métiers porteurs. Merci beaucoup. Alexandra, nous avons évoqué la question des compétences la question des compétences tout au long de la vie, du développement des compétences tout au long de la vie. Cependant, quand nous observons les compétences nécessaires au développement de l'IA, il y a un minimum de connaissances scientifiques. Or, les enquêtes Teams, les enquêtes PISA montrent une faiblesse des compétences scientifiques des jeunes Français, que ce soit à l'école primaire, au collège ou à 15 ans pour PISA. Et quelles peuvent être les réponses en fait de l'éducation nationale dans son ensemble et de Canopé plus particulièrement? Alors, c'est tout à fait les enjeux de notre ministère et notamment celui de réinvestir les fondamentaux depuis plusieurs années. Effectivement, déjà, maths et français et mathématiques particulièrement, avec tout un système d'évaluation beaucoup plus régulière qui est mis en place à différents niveaux, notamment pour pouvoir mesurer ces évolutions sur les fondamentaux en mathématiques, parce que pour répondre à ces fameuses compétences numériques de base qui doivent permettre d'acquérir cette citoyenneté numérique à chacun, effectivement, l'enjeu de la connaissance et de la compréhension mathématique est nécessaire. Avoir conscience de la pensée algorithmique, pouvoir comprendre ce qu'est une IA générative et une IA adaptative. On n'est pas du tout dans le même registre. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont nécessaires. Effectivement, dans les programmes de formation des enseignants qui sont... par exemple, pour les mathématiques, qui a investi des approches différentes avec les constellations. Et donc, on n'est pas uniquement dans le disciplinaire, mais on est aussi dans le pair à pair et dans les échanges de pratiques professionnelles
entre enseignants. On commence à aborder des formes de co-développement qui sont absolument nécessaires. Et puis, s'il nous reste quelques secondes, peut-être moi j'avais envie de poser une question là à l'Assemblée et sur cette table ronde. On sait que la transition numérique, l'arrivée des réseaux sociaux ont généré pour nos élèves, et c'est le quotidien professionnel de nos enseignants, la question de l'attention des élèves, cette économie de l'attention est très très présente dans les établissements scolaires et peut-être aussi en entreprise, comment on capte l'attention. Lors d'Infine, il y a quelques jours, qui était le colloque sur l'intelligence artificielle en éducation, sur le site du Futuroscope, on a eu l'intervention de Laurence de Villiers, qui est informaticienne et mathématicienne et qui suit ces sujets-là depuis des années, depuis le CNRS et la Fondation Blaise Pascal, et qui a attiré notre attention sur un sujet qui est celui de l'économie de l'attachement. Et ça, c'est tout autre chose. C'est effectivement, nos jeunes se dirigent vers ces GA génératifs, vers ces agents conversationnels, parce qu'ils sont bienveillants, ils sont sans jugement de valeur, etc. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attachement qui se met en place. Et donc ça, c'est une de nos préoccupations de maintenant. On est sur les compétences psychosociales des enseignants et des élèves. Si effectivement se développe cette économie de l'attachement, elle nous disait typiquement, on pourrait se retrouver avec un agent conversationnel dans une poupée, voilà. Du coup, on rentre dans autre chose qu'il faut que nous, on commence à travailler au sein de l'école sur la façon dont on nourrit nos élèves pour pouvoir effectivement bien comprendre leurs émotions et savoir comment réagir et laisser à bonne distance ces sujets. Merci beaucoup. Nous allons poser désormais, laisser la possibilité à la salle de poser des questions et sur le chat, ceux qui suivent en direct ont déjà formulé un certain nombre de questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Par ici, s'il vous plaît. Bonjour, on a apparemment la matière grise et l'école qui potentiellement peut former cette matière grise et pourtant on manque de talent. Je voulais savoir si la fuite des cerveaux était également un problème. Sur la fuite des cerveaux, qui souhaite répondre ? En fait, pardon, oui, de façon évidente, on a l'attractivité de la France, par exemple, ou de l'Europe est un sujet important. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures quand même qui sont faites pour attirer et je dirais, retenir. Moi, encore une fois, ma vision, c'est que trop protéger ses frontières alors qu'on a des opportunités de partenariat, de coopération vertueuse. Je vois par exemple à Saclay, on a des équipes pluridisciplinaires internationales qui travaillent sur des sujets, par exemple, de confiance, de transparence, d'explicabilité de l'IA qui sont absolument fondamentales. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des équipes internationales avec des profils très différents, etc. Donc, il faut trouver évidemment les politiques qui donnent envie aux talents de rester, mais en même temps, il faut s'assurer qu'on a cette capacité de coopération internationale parce que les choses vont vite et que, notamment dans le domaine de l'innovation, alors moi, c'est vraiment un des aspects que je trouve fondamental parce que très souvent, la solution va venir de l'innovation. Mais il faut la gouverner, il faut contrôler les risques, etc. On n'a pas beaucoup parlé de la gouvernance de l'IA, mais heureusement, il y a des choses quand même sur la gouvernance de l'IA. Mais par exemple, le meilleur cas d'usage pour moi de l'IA, c'est dans le domaine de la R&D, pour accélérer les découvertes. Je peux vous dire que chez nous, par exemple, des sujets qui auparavant nous prenaient 10 ans et nous coûtaient 10 à 100 millions, on trouve ce qu'on veut en une année pour 1 million.
Donc vous voyez, tout à l'heure Dorothée parlait de rupture, on est bien dans une rupture. Donc je pense que je compte beaucoup sur cette accélération de l'innovation pour trouver des solutions aussi aux problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc, imaginez l'innovation si on n'a pas cette diversité de points de vue, d'origine, de parcours. Voilà. Bon, bien évidemment, il ne faut pas non plus être trop candide et trouver des façons de protéger notamment certaines valeurs auxquelles nous tenons. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'on doit être capable de trouver un équilibre de confiance. Se pose aussi une question sur les infrastructures. Quelle perspective, parce que la question de la taille des infrastructures est présente. Si tout le monde réalise ses rêves en IA et en Generative AI, imaginez qu'en 2027, les besoins énergétiques seront équivalents à la consommation d'électricité de l'Espagne là, en ce moment. Donc en fait, on explose. Donc ça, c'est vraiment problématique. Tout à l'heure, vous avez parlé des fameuses GPU. Donc en fait, je voudrais quand même vous donner quelques pistes de travail aujourd'hui qui sont en train de se concrétiser pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Donc évidemment, on a parlé de la partie petit modèle, mais il y a beaucoup de travail sur les puces. Aujourd'hui, imaginez qu'on a réussi à mettre 1000 milliards de transistors donc, sur la taille d'un ongle. Donc, on a fait aussi des pas de géants dans ce domaine. Donc, on a quelques pistes de puces en particulier qui seraient capables d'amener des améliorations de l'ordre de 25, des coefficients 25 sur l'efficacité énergétique. Et ça va de pair avec le coût, bien évidemment. Un des sujets aussi, c'est qu'aujourd'hui, les fameuses GPU passent plus de 50% de leur temps à attendre que les données qu'elles doivent travailler arrivent, parce qu'il y a des problèmes d'interconnexion. Donc là, on travaille sur des fibres optiques polymères qui ont à peu près 3 fois la taille d'un cheveu, mais qui ont une bande passante 80 fois supérieure. Donc voilà, vous voyez des pistes de travail qui vont permettre quand même d'améliorer la partie énergétique. Et puis, le grand changement positif va arriver avec le quantique. Le quantique qui, sur le plan énergétique, est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, c'est exponentiel en termes de puissance de calcul, mais pas du tout en termes de consommation énergétique. C'est ça la bonne nouvelle. Donc il y a un avantage sur le plan énergétique du quantique. Et notre analyse, c'est qu'à peu près 30% de ce que l'on veut faire avec l'IA va en fait être relayé par le quantique, avec les supercalculateurs, avec de l'IA, etc. Mais le quantique va jouer un rôle absolument fondamental, permettre de résoudre des équations qu'aujourd'hui on ne sait pas résoudre dans le domaine de l'optimisation, dans le domaine de la découverte de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules. Et donc, on ne peut pas regarder l'IA toute seule. Il faut bien la regarder dans le cadre de cette innovation sur laquelle, quand même, on a des visions assez prometteuses. Si je rebondis sur la question de l'innovation et en prenant en compte les questions qui ont été posées sur le chat, revient en fait l'idée de quelle postérité au rapport Draghi, quelle suite au rapport Draghi qui a déjà été évoqué, que ce soit en termes de politique commerciale, mais aussi en termes d'investissement dans des centres de recherche à l'échelon européen et la question des compétences. Enfin, voilà. La question est très vaste. Il y a quand même plus de 300 recommandations dans le rapport de Draghi. Mais peut-être sur les questions... Enfin, d'abord, je pense que la question dont on parle est assez centrale dans le rapport Draghi, puisque dans le constat, il dit aussi que je dirais une grande partie du décrochage de productivité européen vient d'avoir un peu raté le virage du numérique précédent, en un sens, mais et des secteurs de la tech. Sur les suites du rapport Draghi, alors à la fois il se passe beaucoup de choses et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au sens où la Commission européenne est occupée dans de multiples équipes à la mise en œuvre du rapport Draghi avec un certain nombre, enfin voilà, je dirais domaine par domaine avec beaucoup d'initiatives qui doivent être prises, soit qui ont commencé à être prises, soit qui doivent l'être d'ici l'année prochaine. Je pense qu'il y a un sujet, enfin il y a plusieurs sujets en termes d'innovation.
Il y a celui de mettre davantage en cohérence la politique industrielle, la politique commerciale et la politique de concurrence, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un sujet quand on parle d'IA, pour notamment davantage favoriser l'innovation. Alors, c'est pas si simple, d'ailleurs, hein, parce que la politique commerciale, c'est une compétence exclusivement européenne. La politique industrielle, c'est en partie européen, en partie national, mais quand même en grande partie nationale. Donc, il y a... la politique de la concurrence, il y a aussi les deux niveaux. Politique de la concurrence, j'en parle notamment ici parce que, alors on n'en a pas parlé, mais en termes justement de diffusion des gains de productivité, c'est un vrai enjeu, en fait, sachant que l'IA est dominée par quelques très grands acteurs. C'est aussi le rôle de la politique de la concurrence de s'assurer que, notamment en aval, la diffusion des gains de productivité n'est pas verrouillée par des pratiques anticoncurrentielles. Donc, voilà, je dirais sur ces plans-là, on avance sans doute trop lentement au niveau européen et ça demande, je dirais, une impulsion un peu constante auprès de la Commission européenne pour faire des avancées. Mais le rapport Draghi est un ensemble. Quelque part, ça a du sens quand on fait l'ensemble, mais on avance par petits morceaux un peu nécessairement. Donc voilà, je réponds forcément de manière un peu générale parce que la question était assez générale et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans le rapport Draghi. On peut rentrer dans les détails d'un aspect ou de l'autre, mais je pense qu'en tout cas, les enseignements sont assez clairs. Les fils sont en train d'être tirés pour que ça débouche sur des pistes concrètes. Je pense en termes de politique industrielle, on se heurte beaucoup, et d'innovation. On se heurte beaucoup à un sujet d'échelle. Hein. C'est vrai au niveau français, évidemment, mais c'est aussi vrai au niveau européen. Quand on parle de rattraper notre retard ou réduire notre dépendance en termes de puces, c'est tout de suite des investissements qui se chiffrent en dizaines de milliards, si ce n'est en centaines de milliards d'euros, avec un retard technologique qui est tel que même en faisant ces investissements, on n'est pas complètement sûr de rattraper. Donc il y a aussi des enjeux de stratégie qui sont assez importants sur certains segments de la chaîne de valeur où, comme on le disait au départ, on est assez mal positionné, assez dépendant, ce qui est une position assez inconfortable, mais en même temps, la manière de rattraper, ça ne se fait pas en un an et ça demande des investissements absolument considérables. Sur l'aspect innovation, l'enjeu, c'est aussi... je pense qu'il y a un enjeu sur l'innovation public, sans doute d'assumer davantage de recherche de l'innovation de rupture et donc d'assumer davantage d'échecs dans les projets, y compris qui sont soutenus par la puissance publique. C'est un sujet qu'on a aussi au niveau français, quelque part, la culture du risque et donc la culture d'assumer l'échec parce que ça va avec et n'est pas vraiment très implanté. Mais le vrai sujet en Europe sur l'innovation, c'est pas la R&D publique. En fait, quand on compare combien on investit environ 2% du PIB en recherche et développement au total, public plus privé en Europe, et 3,5% aux États-Unis. Mais la différence entre les deux, c'est que du privé. Donc le sujet là, c'est pas tant la politique d'innovation en tant que telle que le financement et le financement du risque et le fait qu'on a des marchés de capitaux moins développés parce que concrètement, on en a 27 et pas un seul au niveau européen, parce qu'on a beaucoup d'épargne, mais cette épargne, elle est très investie dans des actifs qui sont peu risqués, qui sont très liquides et pas beaucoup en fait vers le financement des investissements et notamment des investissements risqués qui sont ceux dont ont besoin ceux qui développent les solutions les plus innovantes, qui ont besoin de capital risque, qui ont besoin de capital investissement. Donc en fait, la question est, je pense, davantage du côté des marchés de capitaux, de l'intégration des marchés de capitaux et de notre capacité à avoir une taille de marché suffisante du côté du financement, mais aussi quelque part du côté du marché réel. Et donc de l'intégration aussi des marchés de biens et services au niveau européen pour permettre aux entreprises de se développer d'abord sur un seul marché européen et pas 27 marchés avec 27 réglementations différentes avant d'aller à l'international. Je pense que voilà, c'est peut-être plus là en fait que du côté de la politique d'innovation en tant que telle qu'il y a des choses à faire.
Donc en fait, il y aurait une question de passage à l'échelle au niveau européen. Sur la question de la fuite des cerveaux tout à l'heure, il y a quand même une donnée, c'est que sur les 147 licornes qui avaient été créées au début des années 2000 en Europe, 40 sont partis pour trouver davantage de financement, essentiellement aux États-Unis. Et là, les questions réglementaires ne semblent pas évoluer très rapidement quand même au niveau européen. Alors, donc c'est le chantier de l'Union des marchés de capitaux, enfin de l'Union de l'épargne et de l'investissement aujourd'hui. C'est un chantier quelque part qui existe depuis au moins 15 ans, qui a été relancé de même. Bon, c'est une question quelque part de volonté politique de le relancer pour surmonter aussi les divergences entre États membres qui sont, je dirais, le quotidien de la décision européenne, mais qui ont été un frein sur ce chantier. Pourquoi c'est relancé? Justement par cette conscience de l'urgence d'avoir de quoi laisser les entreprises se développer. On est relativement bon sur les startups, c'est-à-dire que les startups, en termes de création de startups, notamment en France d'ailleurs, d'autres Européens nous l'envient, on arrive à avoir un écosystème de startups dynamique, les premières étapes de développement sont assurées, sont financées, il y a pas mal d'acteurs. En revanche, quand elles arrivent vraiment au moment du passage à l'échelle, et donc où elles ont besoin de tickets de financement à 50, 100, 200 millions d'euros, là, il n'y a presque plus d'acteurs européens qui sont capables de faire ça. Et donc, c'est typiquement le moment où on les perd, où pour leur développement, elles vont aller se financer aux États-Unis. Et c'est quand même dommage quelque part, parce que vous avez mis en place tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire on a les chercheurs, on a le soutien aux premières étapes, on a l'accompagnement aussi, je dirais, au-delà de l'accompagnement financier, l'accompagnement au développement, etc. Et quelque part, quand elles ont du succès, qu'elles grossissent, elles partent. Donc c'est aussi cette question de profondeur des marchés de capitaux et d'acteurs européens qui sont capables de les retenir en les finançant sur place, c'est vraiment là qu'elle intervient. Merci beaucoup. Nous devons rendre l'antenne. Bonne fin de journée.